Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NatureKite. Aujourd'hui, je me retrouve avec Jérôme, mon frère avec qui on vous accueille dans le shop NatureKite pour faire un petit tuto qui est spécialement dédié à un thème d'actualité qui est le Subfoil Downwind est-il enfin accessible à tous en 2025? Alors, avec Jérôme, c'est pas nous qui avons décidé de faire le tuto, c'est qu'en fait l'ensemble de clients, de copains, de connaissances, de clients lointains qu'on ne connaît même pas mais qui nous appellent un peu à l'autre bout de la France désespérés, nous disent est-ce qu'on peut démarrer, à quel point c'est facile, c'est dur, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien? Pas mal de questions se posent. Et en fait, on le fait nous, ce tuto, d'autres existent déjà sur le web, quelques-uns, mais on en parle parce que on est tous les deux à un âge et à un point dans lequel tous ceux qui vont nous regarder peuvent s'identifier à nous et se dire bon, si pour eux ça marche, ça devrait marcher pour nous. Maintenant, notre but, c'est pas de vous dire ça marche, on va vous expliquer comment faire. On va vous dire c'était peut-être un peu compliqué, nous-mêmes, on n'était pas sûr que ça fonctionnerait. On va vous expliquer ce qui s'est passé pour nous, ce qu'on a trouvé comme petits tips pour avoir les bons déclics au bon moment. Vraiment se souvenir, parce que c'est frais le fait qu'on se soit un peu sorti de l'affaire et que maintenant on arrive à vraiment faire des downwind longs avec autant d'addiction que ça implique une fois qu'on fait ça propre. Mais c'est très frais, on se souvient très bien que ce que c'est d'en chier, de rater, de se poser des questions à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on veut y répondre dès maintenant, en se positionnant dans la peau du pratiquant moyen qui a essayé et qui essaye de vous aider. Jérôme, il a commencé avant moi. Jérôme, pour tout vous dire, il a commencé en quoi? Il a commencé en novembre dernier, un truc comme ça, début de l'hiver dernier, quoi. Il y a 8 mois à peu près. 8 mois. Moi, j'ai démarré en fin mai dernier. Voilà, donc c'est il y a 4 mois. Intéressant, Jérôme, il a bien maigri, hein. Il faisait 108 kg. Bon, il doit être à 95. Moi, je fais 70. Donc, deux gabarits différents. Et pour le matos, on va voir que ça joue. Et que finalement, les solutions ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Parce qu'il y a une partie technique, mais une partie physique, etc. Bon, partant de ce principe-là, avant de démarrer, juste un petit truc pour tout le monde. Ce serait sympa que vous puissiez vous abonner là-haut. Ça nous aide à vous produire un peu plus de vidéos. Hormis ça, on va essayer de le faire un peu synthétique, alors qu'il y a plein de trucs à dire. Si on voulait, on est capable de s'en coller pour vraiment du temps. Là, le but, c'est de vous donner vraiment, de synthétiser un peu l'information, vous montrer quelques images en mer, parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre, puis après de rester à votre dispo pour avancer. L'idée, c'est peut-être de dire que si nous deux, personnes normales de 45-50 ans, un peu comme tout le monde, si nous on a fini par y arriver, ça vaut peut-être le coup de creuser et de s'essayer. C'est peut-être pas gagné, mais c'est pas infaisable. Donc on va voir pourquoi, comment, si oui, sinon. Voilà, l'historique de tout ça. Alors le Subfoil Downwind, hein, ça a démarré au départ, vous voyez, il y a déjà 3-4 ans, vous voyez pas mal de gens faire du subfoil dans les vagues, démarrer dans les quelques petites vagues à 300 mètres de la plage, et réussir à voler, connecter, arriver à la plage et repartir à la rame. Ok. Mais par contre, le subfoil en downwind, sur des grandes distances, ça c'est quand même quelque chose d'assez récent. Ça a des 2-3 ans max, en tout cas. Très peu de pratiquants au départ, et une explosion de gens qui ont voulu essayer en 2024. C'est pour ça que c'est le bon moment pour en parler. Là-dedans, bien sûr, l'historique, c'est qu'au début, les mecs qui ont commencé, c'était les plus pointus des pointus en foil, qui avaient un cardio de ouf, qui avaient que ça à faire limite des professionnels. Et puis, il y a eu aussi ces gens qui avaient déjà une vraie connaissance de mise au point matos. C'est-à-dire qu'ils ont essuyé les plâtres, hein, puisqu'ils ont fait avec l'existant. Mais ce n'était pas facile à l'époque. Pourquoi on le fait en 2025? Parce qu'aujourd'hui, tout ça, là, toute cette recherche et développement, toute cette expérience, tous ces retours, ça aide vraiment à gagner du temps et à ne pas se décourager. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi ça vaut même l'idée qu'on vous en fasse un tuto? Bon, c'est dur à plein d'égards. La première chose, c'est que c'est technique. Deuxième chose, c'est que c'est un peu physique. Il faut avoir un mental qui tient le coup parce qu'on est en échec de temps en temps et il ne faut pas se décourager. Il y a une partie accès au matos, c'est pas très compliqué, mais il ne faut pas trop se tromper. Si on est très loin de la vérité en termes de choix de matos, ça se complique. Faut-il encore savoir le régler? Et
la dernière chose, c'est il y a un petit peu de logistique. Dès qu'on veut faire un peu de downwind, en dehors de faire un deflate, faut peut-être partager une bagnole avec un pote, monter à 7-8 km au-dessus, redescendre, s'attendre un peu à la fin, vérifier que tout le monde est là. Vous voyez, c'est un peu différent de je prends mon matos de wing, je me jette devant, je fais un peu de tondeuse dans le kilomètre de la plage en fait, et je me fais plaisir là-dedans et je reviens. Non, un peu différent. Donc voilà. On aurait pu vous faire le tuto, on s'était dit, on va faire le tuto de façon un peu violente, parce que il fallait une prise de conscience. Donc on aurait pu faire le tuto en disant le Subfoil Downwind en 2025 est-il enfin accessible à tous? Première. Bon, Faut voir. moi je dis non, c'est pas disponible, c'est pas accessible à qui que ce soit. Merci. Passez des bonnes vacances et joyeux Noël. Non, coupez. On la refait. Non. En 2025, non, c'est pas vrai. On aurait pu vous la faire aussi. Le Subfoil Downwind en 2025, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? On aurait pu vous le faire un peu à l'envers. Seconde. Oui, alors, en effet, oui. Bah tiens, regarde, vas-y, fais-toi plaisir, je sors de l'eau. Prends ma planche, là, va donc ramer, dans les 200-300 mètres, tu vas voir, essaye de décoller, ça va te faire plaisir, tu vas surfer dans tous les sens, ça va être génial. Non, forcément non plus. Coupez. Marche pas, bien sûr que non. Il faut beaucoup de temps pour que ça marche vraiment, il faut comprendre des trucs. Troisième façon de le faire, on aurait pu vous faire, faut-il en 2025 démarrer le Subfoil, est-ce que c'est facile? Troisième. Et on dit, ah oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors venez donc nous voir au magasin. Alors allez, avec juste une petite planche à quoi? 2200 balles autour. Un foil complet avec le mât à 1005, l'avion à 1005, ça fait à peine 3000. On vous met une rame. Alors une rame 685 $, hein, sinon comme c'est le moteur, si vous mettez le mauvais, ça ne marche pas. Bon, donc là on est à 6000. Si vous pensez que vous n'êtes pas super équipé vous n'avez pas tout ce qu'il faut là pour vraiment réussir rapidement, équipez-vous quand même peut-être d'un petit para-wing, petit parachute là. Hein, ça va vous aider à vous sortir de l'eau. Ça vaut à peine 1000 balles chez BRM, tout bien. Puis à la fin, si vraiment vous êtes en échec total, nous, on vous fourgue la 5700 $ australiens, la petite ogive foil drive. Et là, on est tout bon, là, ça vole. Donc, pour à peine 14 000 € de matos, les mecs, super, vous allez goûter aux joies du downwind. Mais non, coupez. C'est pas non plus comme ça qu'il faut la faire, parce que finalement, ça résout rien. Bon, donc, maintenant, on va la faire en vrai, c'est... Prenons point par point ce qu'il faut comprendre. Pour moi, le premier point, on aurait pu commencer par vous parler de la technique ou du physique, c'est faux. Pour moi, avec Jérôme, on a discuté beaucoup, parce que on a mis plein de potes à ce sport, qui ont les profils qui sont les mêmes que les vôtres. J'ai du chirurgien qui a une demi-journée par semaine et encore, il faut qu'il y ait les conditions et quand il les a, il a ses enfants, ne progresse pas vite. Je vais avoir celui qui me dit non mais moi je suis passionné mais j'habite à Grenoble. Oui, mais c'est plus compliqué aussi. On va en avoir un autre, lui, il est tout jeune, il a du temps mais il ne peut pas s'équiper correctement. En fait, on a eu tous les profils. Je vais vous dire, aujourd'hui là, on est début octobre, et tout ceux-là, ils ont réussi. C'est vraiment le point de départ de cette vidéo, c'est tout le monde a réussi. On va vous dire plus que ça, et c'est là que c'est encourageant. Les déchirators, c'est-à-dire les meilleurs d'entre nous, des groupes de Méditerranée qui font des grosses compétitions, qui partent à Crozon, enfin certains y sont déjà pour le championnat de France, etc. Des mecs qui visent de faire la Molokai l'année prochaine à Hawaï, des choses comme ça, donc des gros trucs. Ces mecs-là, qui sont en général plus ou moins des professionnels du domaine, pour tout se dire, ils ont mis à peine moins, je ne parle pas de temps, de sorties, que ceux dont on vous parlait juste avant, qui étaient sur le papier beaucoup moins doués, beaucoup moins affûtés pour ce genre de discipline. Très clairement, les autres, la différence, c'est qu'on dit, putain, ils ont réussi en 3 semaines. Mais oui, les mecs, ils font 3 downwind d'1h30 par jour, parce que c'est quasi leur métier. Ils sont passionnés, et pendant 3 semaines. Donc, ils ont fait quoi? 5 départs 5 rames sur du flat pur, puis ils ont fait peut-être 5 fois des naves d'1h30 sur des bumps à 300 mètres pour travailler les démarrages sur des contre-bumps et des bumps, ok? Puis peut-être 5 downwind de 4 km à partir de pas loin, et puis à essayer de trouver dans ce clapot des bumps de démarrage, et puis voler jusqu'à la plage. Au total, ils ont mangé ça en 3 semaines. On dit, waouh, les mecs en 3 semaines, ils volent. Mais je vous rassure, des gens sur le papier qui ont beaucoup moins de capacité, mais qui ont fait pareil, les 5 plus 5 plus 5, flat, bump des 300 mètres et 5 downwind, finalement, ils n'y arrivent pas beaucoup plus mal à la fin, même s'ils ont 50 ans, peut-être un petit peu de poids en trop à emmener, peut-être pas une grosse force physique, peut-être un mental qui flanche.
Finalement, c'est là qu'une grosse partie de la réponse est, c'est le temps que vous allez attribuer, le temps minimum que vous allez attribuer à cette discipline qui va vous emmener au succès. Personne n'a jamais réussi en disant « moi je fais bien du kitefall ou de la wing, je monte sur le merdier, je pars dessus et disons qu'en deux fois 3/4 d'heure sur l'eau, j'arrive à prendre des départs, j'arrive à voler, à transformer, à surfouiller. » Non. Les meilleurs d'entre nous n'ont jamais vécu ça. Par contre, les moins bons d'entre nous ont réussi à voler après avoir fait cette quinzaine de sessions qui sont pas du tout... c'est plutôt sympa, hein, part en groupe, une petite downwind, où on se met à 300 mètres tous ensemble, c'est sympa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apprentissage, ça ne doit pas être une corvée. Au final, aller ramer avec les copains, s'entraider, se filer des conseils à plusieurs, ça se fait dans des conditions finalement assez calmes, où on peut discuter, on peut regarder les autres. Et l'apprentissage est finalement un truc sympa, même si on vole pas, même si on décolle pas au début. Voilà. Ça fait partie du plaisir du truc un peu. Et n'y voyez pas de la frustration. Soyez prévenus à l'avance que ça risque certainement, quasiment assurément, de ne pas marcher. Quand je dis pas marcher, c'est l'aboutissement de voler, de connecter et de partir sur 500 mètres. Mais c'est pas pour autant qu'on sort frustré et qu'on a perdu du temps et que c'est quand même sympa. Parce qu'on se voit progresser malgré tout très vite. On comprend plein de choses à chacune des sorties. Ok. Rentrons dans le détail. Une fois qu'on a dit ça, donc là on a parlé finalement du mental. On dit le mental, c'est le plus important. Partez équipé dans l'idée que vous allez faire votre cheminement, que ça va voler dans 15 sorties, mais qu'aujourd'hui ça ne va pas voler. Mais que toutes ces phases-là, c'est des phases de progression incontournables et sympas. Une fois qu'on dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet sur la technique. C'est le deuxième truc le plus important. La technique, c'est que là-dessus, il va vous falloir visionner quelques petites vidéos. Alors, on va vous montrer ce qu'on a filmé en mer, l'essentiel. Il en existe pas mal sur le web. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que quand même, on peut pas mettre... Il faut mettre à profit les sessions, donc pas les faire n'importe comment. Donc, si vous partez, vous allez d'abord commencer par faire du flat. Parce qu'il faut prendre vos marques sur votre matos, dont on parlera après, qui doit être un petit peu adapté au niveau auquel vous êtes, à qui vous êtes. Mais derrière ça, une fois qu'on va aller l'exploiter, on va commencer par aller ramer sur le flat, tout seul ou à plusieurs. Ce qu'on va aller chercher, c'est d'abord savoir ramer propre, avec de l'équilibre sur la planche, avec vraiment en position surf, un pied devant, l'autre pied derrière, et on rame. Deuxième étape, être capable de ramer sans avoir trop de row. Le row, c'est-à-dire que quand vous allez ramer 4 fois du même côté, le nez de la planche s'en va de l'autre côté, à l'opposé. Et ça, il y a un moment, en fait, comme on a besoin peut-être de mettre une dizaine de coups de rame pour faire un démarrage, si ça fait pivoter la planche de 90 degrés, ça ne marche pas. Pour ne pas décourager les gens, c'est si vous venez d'acheter votre planche de downwind, vous risquez la première fois en montant dessus, même sur le plat, de même pas tenir debout dessus. Oui. Mais c'est normal. Votre corps en fait va s'habituer et vous verrez que vous y penserez même plus dans quelques temps. C'est normal de ne pas tenir debout dessus au départ, mais après vous verrez que ce sera naturel et que ça vient en fait. Très important là-dedans, dès que vous allez monter dessus sur le flat, plantez la rame, vous allez voir que ça là, c'est quand même finalement votre point d'ancrage dans l'eau qui va vous faire votre équilibre. D'accord ? Donc, une fois que vous mettez la rame dedans et vous commencez à avoir le minimum de vitesse de la planche qui glisse sur l'eau, ça devient plus stable. Derrière, vous avez quand même le foil avec le mât qui fait un T en dessous comme ça, qui a un couple de redressement comme une quille de bateau qui va faire qu'il n'y a pas beaucoup de roulis. D'accord ? Donc, ça se gère. Donc, je monte sur la planche. Deuxième étape, j'apprends à ramer mieux. Mieux, c'est essayer de comprendre, essayer de faire un peu de distance sans que la board quitte son axe principal, sans que le nez de la planche parte à l'opposé de votre côté de rame, en faisant ce qu'on appelle un peu le col de cygne. Alors, il ne faut pas en parler comme ça. Le col de cygne, c'est quand on va planter loin devant, un petit peu à l'extérieur de la planche, qu'on ramène l'eau vers le rail et qu'on fait ce mouvement-là avec la main basse de poignet pour tirer la rame et qu'en fait, le flux d'eau longe le rail de la planche. En fait, je n'ai jamais trop réussi à le faire en y pensant. En revanche, quand on commence à vous dire, non mais va chercher loin devant, là, et puis tire d'abord vers le nez de la planche en allant chercher de l'eau à l'extérieur et tu la ramènes là. Tire et tu la ramènes. Vous allez voir que déjà le row,
la déviation elle est beaucoup moins importante. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à faire sur le flat. Peut-être pour ça, essayez pas forcément de copier la technique du voisin. Chacun a un peu sa manière de le faire et pour que ça fonctionne. Surtout au début. Ouais. À la fin, tout le monde s'est mis d'accord naturellement sur la même technique en pratiquant. Mais au début, fait comme on peut. On réfléchit pas trop là-dessus. Sentez bien le positionnement que vous devez avoir sur votre board. Où on met le pied avant, où on met le pied arrière, par rapport aussi à votre taille, donc votre stance, votre écart entre votre pied avant et pied arrière, c'est un peu vous qui allez le donner au début pour être confortable à la rame. Ça tombe bien, on est sur le flat, il n'y a pas d'incidence, on se positionne comme on veut. Soyez confortable et abattez un peu de distance. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir passer à l'étape assez rapidement. N'attendez pas 5 fois sur le flat pour passer dans les bumps. Dès que vous allez avoir, au bout de la première séance que vous avez faite, pas grave, mais la deuxième, elle doit se passer avec un peu de vent et un petit peu de gros clapots, très bien. On part aux 300 mètres avec un vent, si possible, onshore, side onshore, pas offshore, sinon il n'y a pas de vague, mais onshore, side on, on s'en fout finalement. À partir du moment où vous voyez des petites lignes sur la flotte, c'est qu'il va y avoir des bumps et des contre-bumps. Alors, là c'est parti, partez à genoux sur la planche, parce que s'il y a du vent debout, il y a une prise à l'air qui est trop grande, mais peut-être à genoux sinon. On met sa petite combi avec les genoux protégés pour ne pas s'arracher les genoux sur le fait de monter. Vous allez là-haut, aux 300 mètres, il n'y a pas besoin d'aller loin, aux 300 mètres, vous allez avoir forcément du gros clapot. Si vous avez vu des lignes, c'est qu'on a des mini-vagues, peut-être comme ça, ça suffit, larges, qui vont, vous allez voir quand vous êtes dans l'axe de la vague, vous projetez un peu en avant. Et quand vous allez ramer, vous allez sentir deux choses. Un, ça accélère un peu quand la vague passe sous vous. Puis deux, en ramant plus fort, le nez de nouveau commence à se barrer un petit peu côté opposé de la rame. Donc essayez, plus ça va se barrer, allez ramer loin devant. Essayez de la ramer loin devant. Et loin devant, ça va vous permettre quand même d'avoir le nez qui reste axé par rapport à la vague sans partir de l'autre côté. Un petit truc peut-être, souvent quand on pense downwind et qu'on ne connaît pas, on voit les vidéos des champions qui font des dizaines de kilomètres et qui descendent. Il faut voir que l'apprentissage, c'est surtout près du bord, comme si vous faisiez du surf à la rame classique. Vous remontez sur 200 mètres et vous descendez. Et c'est ça qui va faire le plus progresser, peut-être sans stress, avec les copains, avec les autres. C'est quand même la manière la plus efficace au début de progresser. Faire un grand downwind de 10 bornes, c'est pas là au début où vous allez apprendre le plus de trucs. Donc commencez par ça, c'est important. Et oui, parce qu'il y a un truc, c'est qu'on trouve plus près de la plage le fameux contre-bump. J'allais y venir, c'est que le bump, c'est finalement une onde qui passe, une mini-vague, celle qui déferle un peu, là, mini-déferlement avec le petit trait blanc à la crête. Là. C'est certainement sur celle d'après que vous allez partir. Parce que celle-là, elle emmène de l'eau, et derrière ça, il y a un creux, puis une pente. C'est celle de derrière qui va vous permettre d'avoir de l'élan. Alors, là-dessus, on va regarder les vidéos. En 2 mots, c'est relativement simple. Une fois que vous êtes aux 300 mètres, regardez la technique pour monter sur la planche déjà. On donne 3-4 petits coups de rame quand on est à genoux pour donner un peu de vitesse à la planche. C'est ça qui va nous permettre d'être en équilibre, d'avoir un minimum d'équilibre quand on va se retrouver sur la planche. Tout de suite, on prend la pagaie. Ça permet encore d'avoir un peu plus d'équilibre. Vous allez, après, vous mettre un petit peu dans l'axe des vagues. Ne vous mettez pas exactement la vague dans le cul de la planche, parce qu'avec 3 coups de rame, comme vous n'avez pas une bonne technique de rame, vous allez partir un petit peu trop de l'autre côté opposé à la rame. Donc, si les vagues déferlent dans ce sens-là, mettez le nez peut-être à un peu plus bas que le 90 degrés. Là, pour que quand je vais avoir mes 3 coups de rame, ou 4 coups de rame pour maxer, 1, 2, 3, 4, je suis dans l'axe. Au moment où je mets la puissance maximum, je suis bien dans l'axe de la vague. D'accord ? Donc démarrer un peu plus haut. Là-dessus, très important, on va résumer en deux, trois choses importantes. La première chose, c'est le placement. Donc le placement, c'est le nez de la planche par rapport à l'axe des vagues. D'accord ? Le deuxième truc, c'est le choix du bump. Le choix du bump, c'est il faut, dans votre tête, que vous imaginiez que une fois que j'ai eu une première ondulation, ça va créer, une fois qu'elle passe sous la planche, cette ondulation, ça crée une montée. Dans cette montée, il faut mettre un peu quelques coups de pagaie pour réussir à ne pas reculer ou conserver le minimum de vitesse. Derrière ça, quand la vague d'après, qui elle, va être plus pentue, après ma montée, ça va se transformer en une descente, c'est là que je vais mettre les chevaux. Certains parlent de l'expression passer du pas au trot, puis du trot au galop. Pas trop galop. Le pas, je rame pas complètement dans l'axe des vagues, un tout petit peu plus haut. Pas. Tout d'un coup, je vois une onde qui arrive. Elle passe sous moi.
je suis dans la montée. Je passe au trot pour garder un minimum de vitesse. Et là, c'est dur. Il faut mettre du couple. Puis, tout d'un coup, boum, ça bascule. Je me retrouve avec un petit coup de pied au cul et je vois une descente devant moi. Et c'est là que je passe au galop. En tout, du coup, si on résume, combien de coups de pagaie? Peut-être 2-3 au pas. Ça ne consomme pas grand-chose. Peut-être 2-3 encore au trot, où là, on met vraiment du couple. C'est-à-dire on enfonce la pagaie profond pour garder, sans fréquence, quand même un minimum de traction vers l'avant. Et tout d'un coup, on sent que ça libère et que ça veut accélérer, et je passe au galop. Quand vous dites « je passe au galop », tout le monde pense que c'est physique. Non, imaginez que c'est parce que tout d'un coup, naturellement, boum, ça bascule, ça accélère, que naturellement, quand vous plantez la pagaie, elle recule. Elle recule. Donc ça fait accélérer. C'est pas le mec qui est une énorme brute. C'est que mécaniquement, quand on plante, la pagaie, elle s'en va. Donc on peut accélérer la fréquence. On peut peut-être dire un truc intéressant au niveau du physique, notamment en fonction de son âge, de son gabarit et de plein de choses. Il y a pas mal de manières de progresser. Soit on est jeune et on décide de bourriner tant qu'on peut pour rattraper un petit peu les lacunes techniques et finalement décoller. Soit on dit comme nous qu'on ne veut pas se mettre à l'envers, on limite le nombre de coups de pagaie. Allez, on se dit qu'après 10 coups de pagaie, si on n'a pas décollé, c'est pas la peine de forcer, on décollera pas, pardon. Et on base tout sur la technique, le placement, le moment où on quiche fort, pas fort. Et finalement, si on applique ça, je vous dis pas que c'est de tout repos, c'est un peu physique quand même, mais c'est accessible sans être champion de marathon pour autant. Voilà. On peut baser l'apprentissage là-dessus. Exactement, on l'a vu hier, là encore avec des copains qui ont ramé. Le choix du bump, il est important, puisqu'on sait, comme dit Jérôme, il a raison. On va mettre peut-être 8-10 coups de pagaie, mais on va se mettre cardio max. Au bout des 10, on sera cramé. Donc, comme derrière, on a une période de récup où carrément, peut-être, on va même devoir s'asseoir sur la planche pour récupérer avant de repartir 2 minutes plus tard. Si on doit mettre l'effort, mettez-le sur le bon bump. Soyez patient. Regardez un peu ce qui arrive ou pas. Si vous avez un peu de place sous vous parce que vous êtes monté un peu haut, vous mettez dans l'axe des vagues au pas. Puis tout d'un coup, vous allez voir que ça passe. Vous vous retrouvez avec une montée et derrière vous, on sent qu'il y a du vide qui se met sous l'avant de la planche. C'est là qu'il faut accélérer. Mais choisissez le bump parce que vous allez pas pouvoir faire 2 démarrages par minute. Loin de là. Peut-être un démarrage toutes les 3 minutes à fond. Donc c'est important de ne pas se tromper de bump. Et sentez-le. Ouais, à ce sujet, il y a un petit peu 2 techniques pour voir les bumps arriver. Il y a ceux qui regardent derrière pour voir les vagues arriver. Ouais. Et il y a ceux qui préfèrent ne pas du tout regarder derrière et qui regardent que devant, les trous qui se présentent devant ou sous la planche. J'ai l'impression que la deuxième technique permet de ne pas se faire des faux amis en termes de bumps qui arrivent. Ouais. Vous choisirez vous-même, mais sachez qu'il y a 2 options possibles. Parce que ce n'est pas du visuel, c'est du ressenti. C'est-à-dire que vous sentez que la planche elle accélère et que c'est maintenant qu'il faut mettre les coups de rame. Donc vous ne vous trompez pas. Alors qu'avec le visuel, peut-être 2 secondes avant, on voit que c'est un peu pentu, mais 2 secondes après, finalement, c'est un peu croisé puis c'est mou. Donc Jérôme, il a raison. Mais attention à un truc, ce qui fait la différence, c'est que si vous ramez à genoux sur la planche jusqu'aux 300 mètres pour basculer, si vous vous mettez au pas déjà pendant 1 minute avant de trouver le bon bump, vous allez avoir déjà mangé un tiers de la distance possible après de démarrage. Et vous allez devoir ramer jusqu'en haut. C'est pour ça qu'on se tient en général un peu de travers un peu à la houle en s'équilibrant avec la pagaie pour pas trop descendre. Si maintenant vous êtes parti sur votre 3e étape, là, qui peut se faire très rapidement, un mini downwind de 3 bornes. Ok, là Jérôme il a raison. Bien sûr que de toute façon, là vous allez avoir beaucoup de difficultés à démarrer et entretenir un vol, donc de toute façon, il faut descendre. On ne va pas rester bloqué là-haut, sachant que si ça se trouve, on ne décollera jamais si on y passe 6 heures. Donc on descend au pas, avec le bon axe, prêt à mettre les chevaux si jamais il y a un truc qui se présente. Et c'est vrai que, et là c'est plus facile, parce que c'est que de l'intuitif. On est au pas et tout d'un coup, de temps en temps, on sent que ça accélère, on voit un bump arriver devant avec une petite montée, on veut pas reculer, donc on garde un petit peu de puissance, et là tout d'un coup, ça projette, pas, et là on est parti, d'accord ? Je rappelle, en fait, techniquement, c'est quand on veut accélérer, il faut, quand on va tirer loin devant, on va devoir ici jouer avec les jambes, parce que la planche, après, en fait, quand on tire, on va venir en arrière là, on va relancer devant, je repasse le poids sur l'avant, et là, je joue avec ma jambe arrière. Ça, ça ne s'invente pas. Essayez pas de le faire sur le fait, etc. Ça va venir avec le temps, mais vous allez vraiment faire ça. Gardez mes jambes là. Bam. Ça c'est important. Gardez toujours à l'esprit que l'effort se fait à 50% avec les bras, mais aussi à 50% avec les jambes. Voilà. Si vous ne mettez pas les jambes, ça ne marche pas. Voilà. En général, on met les jambes trop tôt, dès que vous allez être donc, dans la deuxième phase là. C'est-à-dire sentir que ça veut démarrer.
Mais vous allez avoir tellement l'impression que vous n'êtes pas loin de démarrer que vous allez arrêter de pagayer trop tôt en essayant de mettre les jambes. Non, parce qu'en fait, on a une vitesse de décollage minimum et d'entretien pour basculer derrière, pour basculer vraiment dans la vague, il faut que la planche ait pris de la vitesse. Et souvent, on arrête de ramer trop tôt. L'idée, c'est, quand vous avez un doute, démarrer. Ça a marché énormément hier avec ceux avec qui qu'on a aidé là en mer. Mettez 2 coups de rame plus tôt que ce que vous aviez envisagé sur le démarrage et mettez-en à la fin 2 de plus par rapport à ce que vous croyez être le moment où il faut s'arrêter de ramer. Parce que les 2 derniers, là, non seulement, comme vous avez de la vitesse, vous allez pouvoir aller planter loin devant. Donc ça va jouer. Et le deuxième truc, c'est que vous allez basculer parce que les 2 derniers, c'est avec de la vitesse. Comme vous avez le poids du corps en avant, ça va permettre la bascule. Parce qu'il y a le décollage, le démarrage, c'est décoller. Basculer, c'est la deuxième phase. C'est une fois qu'on a basculé, que c'est cabré, et on va basculer dans la pente. Puis après, la troisième phase, ce sera l'entretien du vol. Mais la deuxième phase, donc, qui est la bascule, elle va être facilitée par le fait d'avoir beaucoup de poids sur l'avant. Et mettre les 2 coups de rame en plus, ça aide. Un truc important dont on a parlé hier, la jambe arrière, si elle est vraiment... au départ, on a vraiment, quand on débute, un stance, quand on est à peu de vitesse. Pour tenir sur l'eau, forcément, comme dans tous les sports, plus on a les jambes écartées, plus on a de l'équilibre. Certes. Mais vous allez voir que là, du coup, ça bride un petit peu ma capacité à avancer les bras pour les ramer en cherchant de l'eau loin devant. Et oui, je suis là. Donc en fait, je vais ramener de là à là. Putain, 50 cm. Même chose, maintenant, j'avance mon pied arrière de 30 cm. Regardez où je vais chercher. 50 cm du coup, ça me libère ma capacité à aller chercher 50 cm devant mon pied avant. Et comme on coupe l'effort de rame au niveau de la hanche, putain, là j'ai quand même 1 mètre de débattement, quoi. Alors que si je suis là, putain, j'en ai 50 cm. Donc ça, c'est important. Une petite erreur classique quand on démarre, on a tendance, à cause du déséquilibre et de... Voilà, on a tendance à ramer plutôt au niveau de sa jambe arrière, ce qui vous colle à l'eau finalement, alors qu'en fait, il faut ramer entre l'avant de la planche et sa jambe avant. Ça va vous tirer vers le haut. Exactement. On ne va jamais chercher assez loin, c'est ça qu'il faut se dire. On croit toujours qu'on rame bien comme ça, mais en fait, au début, on rame là. On a l'impression que c'est qu'on rame un peu comme un enfant, quoi, qui ferait... Alors qu'en fait, il faut aller chercher loin, et on tire, et on ramène, et on tire. Ça, c'est important. On va voir ça en image tout de suite. On va vous mettre la photo de la petite vidéo là. On se met sur la board, on se cale pour être capable de regarder les bumps et démarrer sur quelque chose. Et le fameux pas trop au galop, on le regarde en image tout de suite. Et on se retrouve juste après. Bon, là maintenant, il est temps d'aller à l'eau. Donc avant d'aller à l'eau, il faut porter le gros bordel. Donc en fait, 2-3 techniques pour le porter, pour pas tout casser. La première, c'est qu'on a de la distance à faire. Puis après, sinon, vous le portez sur le dos. Allez, on montre ça. Là, ici. Là, je peux aller loin. Là, comme ça, je peux vraiment aller loin. D'accord? La deuxième technique, il faut faire attention au moment où vous allez le prendre sur le dos, c'est on met le foil derrière et la planche devant. Parce que sinon, on va avoir le nez de la planche qui va frotter derrière, on ne va pas le voir. Donc le nez d'abord et le reste ensuite. Donc là, vous le levez, attention au nez, vous le passez là, bien en hauteur, et je suis là. Et là, en fait, parce que mon nez il est devant, je risque pas d'aller faire un pet. Voilà. Là, je risque pas d'aller faire un pet. Donc là, je peux aller loin. Mettez pas le nez derrière, sinon, de temps en temps, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller frotter le nez. Là, je vois bien que j'ai la bonne hauteur. Et quand je passe une marche, je lève le bras. Alors, comme on vous le disait, en fait, la forme des bumps que vous choisissez va rendre le truc difficile ou vraiment favorable. Là, vous voyez, en fait, on est sur un spot où il y a 15 nœuds de vent. Et en fait, on voit bien que on a des petites lignes blanches un peu partout. Elles sont très serrées. Ça veut dire que c'est pas de la houle qui déferle, mais c'est juste en fait des bumps et des contre-bumps. Il y a de temps en temps des petites descentes qui se transforment en montée et derrière, on a de nouveau la petite descente. Ça veut dire que c'est du clapot vertical assez serré qui va favoriser les départs. On va aller le voir sur l'eau dans le détail. Dès qu'on veut se lever, la plus facile quand il y a du gros clapot comme ça, c'est surtout de ne pas se mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre, mais un pied devant, un pied derrière, et de se lever d'un coup. On met un tout petit coup de rame pour donner de la vitesse qui va stabiliser la planche. Et après, tout de suite, on se met debout comme si on faisait un take-off en surf. Et on met un petit coup de rame pour continuer à avancer. Et là, hop, et là tout de suite, et je rame. Si je
veux que ce soit un petit peu plus facile, plus stable quand je monte dessus, je lance avec un bout de cahier ou deux comme ça, et après dès que c'est un peu plus facile, hop, et je mets un peu de vide. Là j'ai bien mon trépied pour ramer. Je suis stable, parce que là, ça c'est mon trépied. Si je suis là, c'est chaud. Mais si par contre j'ai ça, regarde, ça là, ça m'aide en fait ça à me diriger. Dès que j'ai un petit peu de problème, je mets de la vitesse. Là j'ai failli tomber, c'est ça qui me rattrape en fait. Donc ce trépied là il est important, il faut toujours planter la rame et céder de la rame. Dès qu'on se dit on n'y touche plus là, waouh, là la vague elle va venir me chasser, elle va me mettre du roulis, après du tangage, et après qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant que vous avez visionné la partie où on monte sur la planche, le démarrage, la bascule. Il nous reste une partie donc qui est l'entretien du vol. Là, c'est un truc important. C'est difficile en fait à comprendre parce que même quand on fait de la caméra embarquée, du drone ou même une GoPro qui est derrière, on ne voit pas en fait, ça écrase le relief. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Alors, il faut bien comprendre, quand vous serez dans cette phase de vol, c'est peut-être à votre 15e sortie. Mais très important là de comprendre que il faut regarder assez loin de vos 4-5 mètres qui étaient votre champ de vision d'avant. Parce que dès qu'on va partir, dès qu'on va avoir basculé, qu'on a un minimum de vitesse, il va falloir aller chercher des pentes. Et aller chercher des pentes, c'est regarder d'abord devant, là, dans le demi-cercle devant, là, à quel endroit j'ai des pentes pas trop loin de moi. Plus vous aurez des gros avions, moins il faut aller chercher loin parce que c'est un peu plus lent. Ça va porter longtemps, mais c'est plus lent. Donc, il va falloir dire, bon, on va chercher dans les peut-être 10-15 mètres devant des pentes. Vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup de mania au début, donc allez chercher ce qu'il y a dans peut-être là les 60 degrés devant vous. Ouais. Si après, vous avez besoin, si vous tout d'un coup, vous retrouvez assez vite, ce qui arrive souvent, devant carrément que des montées. Là, devant, je vois que des montées. C'est le dos de plusieurs vagues, mais je ne vois pas de descente. N'essayez pas d'aller pomper pour aller dépasser cette crête et basculer derrière. Souvent, quand on démarre, on a des avions qui ne sont pas rapides, vous n'y arriverez pas la plupart du temps. On va taper dans le dos de la vague, dans la montée, et on s'est reparti pour un décollage. Allez donc chercher, si vous voyez qu'il n'y a rien sur le côté, on agrandit un peu l'angle, on va aller chercher carrément en travers, là, carrément sur le côté. Vous avez des gros avions qui volent longtemps, si on va chercher en travers, là, on va se donner la chance pendant 3-4 secondes de vol latéral de retrouver une descente. Et de pouvoir, attention, on a des avions qui ne tournent pas très court non plus, ils sont gros. On va arrondir pour se retrouver de nouveau dans une dynamique un peu plus grande. Derrière, c'est possible. S'il n'y a encore rien là sur les côtés,
Si vous voyez que vous n'avez plus de temps et vous n'êtes pas loin de la rupture, allez chercher avec un peu de pumping, peut-être 2 petits coups de pumping. On peut aller chercher même un peu derrière nous. Parce que là, s'il n'y en a pas là, des vagues, ni là, il y en a forcément une là. On peut aller la chercher un peu derrière et rapidement essayer de faire son petit turn pour être de nouveau dans la descente. L'idée, c'est passez pas trop de temps à vous battre pour aller chercher les vagues qui sont devant. C'est trop physique, vous allez vous cramer en 3 minutes. Laissez plutôt les vagues de derrière venir sur vous, Voilà. d'une manière ou d'une autre. Il faut se laisser du temps. Alors, ce qui est important là-dessus, il faut en parler assez vite, c'est dès que vous allez être dans des descentes, il faut accumuler de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que vous avez de la vitesse, vous avez un poids dessus, une inertie. Gagnez-en encore un peu plus en essayant d'être assez haut sur l'eau, c'est-à-dire l'avion le plus près possible de la surface, sans sortir l'avion. Parce que si vous avez un peu plus de hauteur, ça vous laisse d'abord un peu plus de temps au pumping avant de toucher la surface, mais ça vous laisse la chance aussi de pouvoir mettre un peu plus d'angle en mettant du poids sur l'avant pour vous mettre dans une vraie descente et accélérer. Donc ça, c'est un truc important. Alors là, c'est important, plus vous allez avoir des avions après un peu plus petits, plus il faut aller chercher loin parce que ce sont des avions qui projettent. Ça veut dire que 2 coups de pumping dans une descente, vous allez avancer de 15 mètres et non plus de 7 mètres. Donc, ne regardez pas juste à 10 mètres devant, regardez peut-être à 25 mètres devant parce que vous allez pouvoir, avec l'élan, aller chercher des descentes beaucoup plus loin. Et en général, plus on a des avions petits, moins on va chercher derrière, plus on est capable d'aller connecter plein de descentes qui sont devant nous. D'accord ? Je reviens un petit peu sur le fait de voler haut sur votre foil. Le fait de voler haut, ça fait 2 trucs. Ça fait que vous avez moins de hauteur de votre mât qui est immergé dans l'eau. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup en traînée. L'autre chose aussi, c'est que dans la houle, l'énergie, elle est en haut, elle n'est pas sous l'eau. Elle est quasiment juste sous la surface. Donc vous avez 2 choses, vous avez plus d'énergie, moins de frein. Donc c'est beaucoup moins fatigant de voler haut. Par contre, ça fait un peu plus peur parce qu'on est plus loin de la limite. Mais il faut réussir à aller vers ça. Sachant que dans tous nos copains, là, ou tous nos clients, toutes nos connaissances, tous les groupes avec lesquels on vole, c'est très rare de voir un mec vraiment sortir l'avion. Donc en général, vous en avez encore un peu, vous avez un pied de pilote plus important que ce que vous croyez. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de talon supplémentaire pour monter l'avion vraiment proche de la surface. Ça, c'est un réflexe à avoir assez tôt.